Le moral, un bon moral, ne procède pas d'une bénédiction du ciel, mais d'une somme de succès obtenus à la force des bras. Le succès pour un soldat n'est jamais le fait du hasard, mais le résultat d'une motivation, d'une méthode réfléchie et d'une bonne exécution. Je propose au commandement de m'affecter à un secteur plus proche de la ligne. Il n'y a rien de mieux que le qui-vive permanent, mais dominer et gérer pour souder une unité, l'aguerrir et lui donner les réflexes de survie qui font le bon soldat. Je reçois carte blanche. Je pars occuper avec mes nouveaux compagnons un secteur dans la région du Bec de Canard. Je prends position en lieu et place du 2e bataillon de Ali Bourdir et de Medjoub Lekhalayat. Mon territoire opérationnel s'intercale entre ceux du 17e bataillon de Mkhlouf Dhib et du 56e de Amar Shkay. Le front s'étend entre les postes de Berjilet au nord dans la direction de Meunier, Ain el-Karma, et le poste d'artillerie de Tarat. Au sud, vers Soukharas, à l'arrière, il est limité par la frontière algéro-tunisienne, comprise entre les limites sud de Djbel l'ouest, à droite, et à gauche les 3 pics montagneux que les Français ont dénommés les 3 pucelles. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais pu les violer, malgré l'érection perpétuelle de tubes de tout calibre. Leur dernière tentative pour forcer le passage avait eu lieu peu avant mon arrivée. Elle avait échoué, comme les premières, en dépit des efforts coûteux, en morts et en blessés. L'ennemi avait face à eux les hommes de Ali Bourdir, ce qui n'est pas rien. Le terrain que je choisis me permet de me repositionner dans un secteur inaccessible à l'infanterie française, mais néanmoins constamment et intensément ciblé par ses moyens feu inopérants, au demeurant, vu la topographie du terrain. Je ne connais pas de meilleur moyen pour aguerrir des combattants que de susciter la réaction adverse par des opérations dont on prend soi-même l'initiative. À partir de la position occupée, une crête surplombant un grand tronçon de dispositif ennemi le long de la ligne Chal, je cible 3 objectifs sur lesquels je concentre les moyens feu de tout mon bataillon. Khabboucha sur la côte 484, près de Mishtarihana à partir de Groun Aïcha. Lami, Bouhdjar et Berjilet à partir de Oued Sliana. Je suis puissamment secondé par mon adjoint, El-Werdjini. Ma couverture anti-aérienne est assurée en grande partie par les mitrailleuses de la 6e compagnie lourde de Mokhtar Kerkeb. Mokhtar Kerkeb, l'homme aux 2 apparences. Selon le temps qu'il fait, Kerkeb laisse pousser sa barbe, ses ongles et même sa langue, ou bien il se met sur son 31. S'astique et se pomponne comme un jeune premier. Toujours suspecté de nourrir de noirs desseins, peut-être à cause de l'ironie que couvre son regard, il a été remercié par l'armée française, la grande tribu de Ouled Kerkeb ayant pris comme un seul homme le maquis. La haute hiérarchie de la LN, souvent remarquable d'à propos, affecte Mokhtar Kerkeb comme simple djoundi dans une unité de la Wilaya 4 cantonnée sur la frontière Est pour placer des mines sur les chemins empruntés par les militaires ennemis. Il s'acquittera de cette mission avec efficacité en pestant uniquement contre le temps qu'il fait, mauvais évidemment. Les djounouds, nos artilleurs ou mitrailleurs, prennent place à l'intérieur du dispositif retranché dans des trous-bouteilles avec interdiction d'utiliser leurs armes individuelles contre les avions évoluant en altitude. Pour ceux volant bas, personne n'a besoin d'autorisation pour tenter sa chance. Je jette mon dévolu sur la crête que nous occupons et qui est la seule qui permet d'atteindre le poste de Khabboucha, long mirador en béton, armé, gruyéré de casemates et ceinturé de blockhouse. L'heure de l'action est arrêtée de manière à ce que le combat dure au moins 2 heures, c'est-à-dire jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai le renfort des 2 canons de 75 mm d'une portée semi-courbe de 7000 mètres de Abdallah Sennani qui a appartenu à mon ancienne unité lourde. Je prends en charge quant à moi, à quelque distance de là, 2 mortiers de 82 mm. Quand ils sont à leur portée maximale, je m'aperçois que les impacts sont trop courts, de presque 100 mètres. Les explosions des obus des mortiers de 120 mm de Ramadan Ferrahi sur Berjilet et Bouhdjar retentissent. Nous pouvons changer la position de mes 82 mm. J'ai alors recours à une vieille astuce empruntée par le capitaine Mohamed Zerguini aux pratiques des Français pendant la guerre d'Indochine. Elle consiste à réduire le volume de la cuvette de tir du tube en y déversant une légère quantité d'eau, augmentant ainsi la poussée de la cartouche de propulsion de l'obus.
Ce procédé non enseigné et d'ailleurs interdit peut provoquer l'explosion de la pièce et mettre hors de combat ses servants. J'éloigne une partie des hommes, je laisse tomber avec précaution 2 grosses gouttes d'eau à l'intérieur du tube. Je fais signe enfin au tireur d'y aller. L'obus part. Le tube résiste. Je rends grâce à Zerghini. L'obus explose sur la route bien au-delà de l'objectif. Je détermine d'après l'impact la hausse encadrante. La 3e trajectoire, comme mesurée avec une chaîne d'arpenteur, mène le projectile en plein dans le mille. Je fais de même pour la 2e pièce. Le tir d'efficacité qui commence l'instant d'après enveloppe l'objectif d'une fumée noire qui se distingue de la fumée blanche que dégagent les obus à charge creuse des canons de 75 mm. Les avions font leur apparition. Ils survolent d'abord les ouvrages bombardés. Le bref répit nous permet de continuer à envoyer nos obus sans oublier de passer dans les tubes les écouvillons pour dégager la crasse laissée par la poudre des charges, laquelle, par accumulation, diminue la portée des pièces. Les feux de départ de nos obus fournissent aux pilotes des indications sur nos positions. Nos mitrailleuses de DCA entrent en action. Nous replions rapidement nos pièces dans les redoutes aménagées à l'avance. Sur notre flanc droit, la compagnie lourde zonale de Abdelmalik Gneiziya est en action. Un avion T-28 atteint par une rafale de mitrailleuses de 12-7 se désintègre littéralement. L'artillerie ennemie se met de la partie. Nos hommes s'en donnent à cœur joie contre l'aviation. Le combat se prolonge tard dans la soirée. Les lucioles qui éclosent dans le ciel, les pointillés ignés des balles traçantes, les incendies que font naître les bombes au napalm créent un tableau à la fois somptueux et tragique. Dès l'accalmie, je fais le tour des unités. Je lis sur les visages des hommes la fierté d'avoir mis en échec toute la panoplie guerrière de ceux d'en face. La confiance gagne-t-elle déjà le 25e bataillon ? Me suis-je demandé. Après cette action, le 25e bataillon mue considérablement de l'intérieur. Le feu qu'il vient de vivre, mais non pas de subir, lui a inculqué de nouveaux réflexes. La confiance en ses capacités et en celles de ses cadres lui donne de l'assurance. Il restera sous mon commandement jusqu'à l'indépendance dans ce même secteur, celui où l'activité des Français est peut-être la plus intense. Les négociations engagées, y compris dans leur phase finale, ne l'empêcheront pas de poursuivre et même d'intensifier son activité. Les harcèlements visant les postes ne cessent pas. Les ripostes ne sont peut-être plus aussi rageuses, mais l'ennemi met en place des systèmes de contre-batterie plus sophistiqués. Au poste de Khboucha, les Français qui ont maintes fois reçu des obus dévastateurs au moment de la levée des couleurs ont compris la leçon. Leur façon de faire nous intrigue. Après les avoir longuement observés, nous découvrons qu'ils ont trouvé un astucieux stratagème fait de poulies et de câbles pour hisser les 3 couleurs au sommet de la hampe à l'intérieur des blocos. Les morts de la 25e heure. À la veille du cessez-le-feu qui interviendra le 19 mars 1962, nos actions continuent. Plus les pourparlers avancent, plus les combats gagnent en intensité. Durant cette période, nous expérimentons 3 nouvelles armes, les canons d'artillerie de 122 et de 85 mm d'une portée respective de 12 et de 14 km que nous utiliserons contre le poste de Ain Zana, ainsi que des lance-flammes, mélange d'essence et de gélatine, que nous emploierons une seule et unique fois contre les blocos. Les Français, surpris par ce nouvel armement, aux effets démoralisants, se replient dès les premières attaques, abandonnant leur emplacement. En utilisant ces armes terribles, nous prenons 100 fois plus de risques que ceux que prennent les pilotes français qui déversent du haut du ciel sur nous et sur nos populations leurs conteneurs de napalm. Mes 2 canons de 85 mm placés sous les ordres de Zine el-Abidine Hchichi vont être d'une très grande efficacité. Lors de la réception de ces armes, j'entame avec Hchichi une reconnaissance afin de déterminer les meilleurs emplacements. Déplacer nos pièces n'était pas une mince affaire, étant donné leur poids et leur volume. Nous les hissons à grand renfort de cordes jusqu'au sommet d'un jbel. 2 postes d'artillerie, Tarat et Hammam Bouhdjar, sont neutralisés dans la nuit du 6 au 7 mars. Le résultat de cette attaque nous est fourni par nos services d'écoute. À Tarat, un canon est détruit, 4 soldats sont tués et plusieurs autres blessés. La réaction de l'artillerie du poste ce soir-là ne s'est pas faite à partir de son emplacement initial.
Revenu sur place après l'indépendance, je constate que les sites des canons français avaient été sommairement aménagés. Les trous d'obus et les traces d'impact que je vois prouvent que les Français ont été non seulement surpris par l'emploi de canons de longue portée, mais ils ont subi de lourdes pertes. En même temps que je reçois des canons de 85 mm, une grande partie des moyens de la 6e compagnie lourde zonale de Mukhtar Kirkeb, dont des canons anti-aériens de fabrication allemande de 20 mm ainsi qu'une batterie de mortiers lourds de 120 mm, me sont affectés. Je les mets sous les ordres de Hamdan Farrahi, que je renforce encore avec 2 canons de 75 mm. Farrahi prend position dans la région de Bouhdjar, Lami, où il restera jusqu'au 13 mars 62, menaçant les postes de Berjilet 1 et 2 et ceux de Bouhdjar bien sûr. Il réussit un beau coup contre cette dernière caserne. Elle reçoit de plein fouet une volée d'obus de 120 mm et de 75 mm. Elle brûle entièrement. Le lendemain, je lis un compte-rendu de nos services d'écoute qui signale que 37 militaires ont été tués. Farrahi, qui a noté que la distance qui le sépare du premier et du deuxième poste de Berjilet ne correspondait qu'à un simple relais de poudre, prépare ses obus en conséquence. Il utilise alternativement un obus avec relais supplémentaire et un obus sans. Les 2 postes sont atteints presque simultanément, induisant en erreur les pointeurs ennemis. Quand je visite le village de Bouhdjar au lendemain de l'indépendance, les murs de la caserne gardent toujours les stigmates de nos attaques. L'action la plus meurtrière pour les Français est l'œuvre de mon adjoint, Trad, dit El-Wardjini, et de la 2e compagnie, commandée par Mohamed Shili, équipée de canons de 57 mm, de lance-flammes et de bazookas. Les blocos ciblés sont abandonnés par leurs occupants dès que les lance-flammes entrent en action. L'attaque que j'observe à partir d'une position proche en compagnie de Hchichi réussit dans sa première phase, celle de l'assaut. Mais le repli de ceux qui l'ont mené est un véritable cauchemar. Pris à partie par l'artillerie guidée par radar magnétique installé au poste de Berjilet, ils ne peuvent échapper aux tirs d'une précision meurtrière, même quand ils s'arrêtent ou qu'ils changent de direction. Incapables de déceler les positions des canons ennemis, nous ne pouvons rien faire. Nous perdons ce soir-là le chef de compagnie, Mohamed Shili, et beaucoup d'hommes. À la date du 13 mars 1962, mes pertes s'élèvent à une 60aine de tués et de blessés, parmi eux un vétéran du 1er novembre 1954, victime des B-29 qui bombardent à haute altitude. Je veux à tout prix récupérer les corps des tués. J'envoie 2 groupes, l'un après l'autre. Le premier ne reviendra pas. Le second, resté en arrière, m'apprend que dès que les hommes qui les précédaient ont contourné la pointe de Groun Aïcha, ils ont été pris sous les feux de l'artillerie guidée par radar. Ce n'est que le 19 mars, jour du cessez-le-feu, que les dépouilles mortelles de Mohamed Shili et de ses malheureux compagnons seront retrouvées et dignement inhumées. Les pertes que nous subissons jusqu'à l'ultime heure de la guerre, malgré les coups que nous assénons en retour, font que pour nous, la date du 19 mars 1962 est autant un jour de deuil que de victoire. Le conflit entre l'état-major général et le GPRA, désormais étalé au grand jour, est une autre cause de tristesse. Pendant la période transitoire, alors que nous changeons de cantonnement, je vois des djounos d'ampleur, cachés derrière les arbres. Ils ne comprennent pas pourquoi, après tant de sacrifices, au moment où l'Algérie entière pavoise et alors que nous venons à peine d'enterrer nos morts, ils sont appelés à la désobéissance et voient leurs chefs décrits comme des rebelles. Utilisant les postes de transmission dont sont dotés les bataillons, des responsables du GPRA invitent les hommes à se débander et à rejoindre leur wilaya historique d'origine. Des hommes politiques se précipitent vers la capitale dans une course effrénée vers le pouvoir. Des groupes politiques se forment, celui de Tizi Ouzou et celui de Tlemcen. Allons-nous nous entretuer? L'histoire est un éternel recommencement. Les dissensions entre les partis politiques apparus dans les années 50 refont surface. Est-ce pour cela que nous avons combattu si âprement et que tant d'Algériens sont morts? Les armes se sont tues. Les combattants n'osent pas encore croire que c'est la fin des marches exténuantes le long des flancs calcinés des Djbel, la fin des affrontements pleins de poussière, de stridence et de détonation. Les rescapés portent sur le visage les stigmates de la longue tragédie qui a clairsemé leurs rangs. Peau hâlée par le soleil et le gel,
corps déliés et félins sous les uniformes élimés par les courses quotidiennes à travers les bois. Le poli brillant des armes reflète le toucher répété des mains. Les unités au repos révèlent, par leur aspect extérieur, tout ce qu'elles ont enduré pendant si longtemps. Il n'y a aucune euphorie, les corps sont las et les regards sont tristes. Le soleil qui se couche à l'ouest rougit l'immense magma des monts. Le crépuscule qui s'abat sur l'Algérie le jour d'après, le 19 mars, est un linceul qui recouvre plus d'un siècle d'iniquité et de violence. L'Algérie française des massacres du code de l'indigénat, de l'impôt de sang, de la guillotine et des mouroirs de Cayenne n'est plus. L'Algérie française est morte. Je ressens à travers ma propre émotion, l'émotion qui fait pleurer certains de mes hommes, cachés là-bas derrière l'étran des chênes zen. Sans doute pensent-ils à nos compagnons absents pour l'éternité, visages inoubliables dominant de leur haut relief le relief tourmenté des djebels. La nuit tombe tout à fait, une nuit pleine de ténèbres qui me semble moins dense quand je ferme les yeux. Dans la clairière où le bataillon bivouaque, les bruits sont étrangement atténués. Les silhouettes semblent flotter dans une ouate imprécise. Le haut du temps miraculeux marque à jamais dans la mémoire chaque mot entendu et chaque geste accompli en ces instants. La journée du 19 mars 1962 vient mettre fin, pierre ultime d'un lent et douloureux chapelet, à des milliers de jours de guerre. Le 19 mars est-il un jour de fête? C'est un grand jour assurément, et plus grand encore par tout ce qu'il résume.